Croire au Père Noël, cette circonstance, pour qu'il me trouve une solution. Je voudrais qu'il m'offre des ailes, qu'il me libère de ses chaînes. Moi je veux vivre une vie sans elle, sans cette maladie qui me gêne. Et si mon corps m'emprisonne, et si mes rires t'étonnent, chante avec moi cette chanson et rejoins les rires de Simon. Moi je suis solide comme un roc. Parfois j'ai le blues dans la peau. De mes douleurs je me moque et les fais swinguer. En tango parfois je cours après les rêves. Souvent je joue avec les mots. Parfois je gagne, souvent je perds. Jamais dernier aux yeux de mon père. Et si mon corps m'emprisonne, et si mes rires t'étonnent, chante avec moi cette chanson et rejoins les rires de Simon. Moi je veux sortir de ce scaphandre, oublier les fauteuils roulants, qu'on trouve ce qu'il faut pour me défendre, espérer vivre normalement, qu'on guillotine ces gènes maudits, que l'on n'ait plus à faire de dons, que l'on bannisse ces maladies, qu'elles n'entrent plus dans nos maisons. Merci beaucoup. Merci Clément, c'était magnifique comme toujours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, quel plaisir de se retrouver pour ces rendez-vous de femmes d'exception avec justement une exception. Nous ne sommes pas à l'hôtel L'Incomparable aujourd'hui parce que c'est un jour spécial pour ces rendez-vous de femmes d'exception puisqu'on va parler des associations, Valérie. Oui, L'Incomparable est bien sûr toujours partenaire Femmes d'Exception. Mais cette fois-ci, nous sommes au cinéma Victoria. Nous voulions mettre à l'honneur les associations comme nous le faisons à chaque fois, 2 fois par an, en organisant Femmes d'Exception Fête Noël et Femmes d'Exception Fête le Printemps. Et pour cela, les Femmes d'Exception offre une séance de cinéma. C'est le dernier Disney, c'est ça ? C'est ça, c'est le dernier Walt Disney que nous allons projeter ici après cette émission vidéo. Et nous avons demandé aux associations d'inviter des enfants, des accompagnants, des adultes qui souhaitaient venir voir cette émission d'une Bien part, sûr. et ensuite le film, voilà, le dessin animé. Donc nous avons pris bien sûr toutes les précautions d'usage, bien sûr. Absolument. Donc volontairement, la salle ne sera pas pleine, pour qu'on puisse rester avec ces distances qu'on nous impose. Bien voilà. sûr. Et voilà, le pass sanitaire, le masque, enfin tout est prévu, bien entendu. Alors, beaucoup d'associations sont présentes ici, on va vous les présenter, on va présenter leurs actions, évidemment. Et puis, la dernière association, nous sommes rendus à Rueil-Malmaison parce que la maison Grégory Le Marchal a pris son envol, Valérie, avec une superbe interview de Pierre Le Marchal. Oui, l'association Grégory Le Marchal, comme toutes les associations qui sont ici présentes, je les soutiens, je les suis. Elles me touchent beaucoup, toutes ces personnes qui s'occupent, qui sont bénévoles. C'est vraiment... on rit ensemble, on pleure ensemble, parce que ce sont des gens qui ont un cœur énorme. Et l'association Grégory Le Marchal, en fait, nous avions organisé notre première soirée Femmes d'Exception. C'était une soirée caritative, voilà, au profit de l'association Grégory Le Marchal. Et je n'oublierai jamais ceci, parce qu'à l'époque, Femmes d'Exception n'étaient pas du tout connues. Et nous avons pris le temps de faire connaissance avec Laurence et Pierre Le Marchal, qui ont accepté
et c'est un honneur d'associer leur nom et celui de Grégory Lemarchal, bien sûr, à Femmes d'Exception. Et nous avons organisé une soirée mémorable. Voilà, alors c'était une soirée mémorable, mais cette émission est mémorable et on va tout de suite commencer, on va vous présenter toutes ces associations au fur et à mesure et je vous propose de commencer tout de suite. Oui, nous allons recevoir, on va commencer par Clément de l'association Zygomatic. C'est un président qui est extrêmement actif, qui a un cœur énorme, que Femmes d'Exception soutient vraiment. Et nos partenaires sont aussi faits pour ça, puisqu'en fait, nous avons des partenaires qui nous aident financièrement, parce que ça nous permet, nous, de redistribuer et d'aider des associations, comme par exemple la formidable association Zygomatic, puisque Femmes d'Exception, vraiment, ce qui nous anime, c'est aimer, aider, partager, et on sera là toujours pour vous. Voilà, allez, tout de suite, l'association Zygomatic. Par hasard, on inventait la mélodie d'un nouveau regard. Et si, dans nos yeux, pour plus tard, se mélangeait un élan d'espoir. Et si Allez, eh bien voilà, ça y est, nous sommes avec l'association Zygomatic, avec Clément. Clément, l'association Zygomatic, on la présente rapidement. Oui, de façon très simple, une association qui offre énormément de projets culturels pour des enfants, des adultes en situation de handicap, tout handicap et tout âge confondu sur la région, et qui sensibilise de plus en plus en France à un regard sur le handicap avec différents outils. Et les outils, on peut en parler. Oui, il y a une exposition avec des grandes photos de 2 mètres de haut, 2 mètres de large d'adultes et enfants handicapés qu'on met à disposition, je le dis, parce que ton émission et votre émission me permettent de passer ce message, mais c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on peut accueillir cette exposition, on vient l'installer dans les entreprises, dans un Super U, enfin dans des supermarchés, ou peu importe le lieu de droit commun, avec cette idée de sensibiliser un regard bienveillant et joli sur le handicap. Le handicap souvent fait peur et nous on a envie de pouvoir passer un peu cette barrière-là. Et puis on intervient aussi dans des écoles, on a des enfants dans la salle. L'idée est d'intervenir bénévolement pour ces enfants et semer des graines de sensibilisation. C'est eux plus tard qui vont porter un regard sur le handicap. Voilà. Et Zygomatic, ça veut faire rire un petit peu quand même. En fait, souvent les gens font l'amalgame en nous appelant Zygomatic avec un G, oui. ce qui est tout à fait normal, on en veut personne. Mais effectivement, c'est ni plus ni moins que les plus beaux muscles du monde. Bien sûr. Qui nous permettent de sourire. En général, quand on sourit à quelqu'un, on ne nous fait pas trop la tête en face. Et effectivement, l'idée de mélanger les sourires avec la musique, au début, c'est parti de là. Étant éducateur auprès de personnes handicapées, je faisais beaucoup de musique. Et la musique est le point central aussi encore de Zygomatic ou... Alors, pas central, oui, il y a quand même beaucoup, en fait, pour être franc. 80% des projets que l'on offre, en tout cas, on offre à peu près 45 000 € de projets par an pour des personnes en situation de handicap. Et l'idée, souvent, on nous demande quand même de faire rentrer la culture au point de vue musical, parce que c'est un outil qui nous transperce, quelle que soit sa condition psychique, physique ou autre. La musique nous raconte une histoire à tous. Évidemment. Et d'ailleurs, les enfants viennent vous revoir, vous, l'association, tout au long de l'année, pour jouer de la musique ? Alors oui, d'ailleurs, on sort d'un festival qu'on organise, un festival inclusif et solidaire. Merci de faire le lien, c'est trop classe, c'est ça les pros. Et en fait, sur notre festival, on s'était lancé un peu un pari un peu dingue de monter une chorale inclusive. On était plus de 60 avec des enfants en situation de handicap, d'autres qui ne l'étaient pas, des adultes handicapés, d'autres pas. Ouais. Voilà, on a mélangé un peu tout le monde, c'était très beau. Et l'idée était de sensibiliser le public aussi à cette histoire de... On peut être handicapé, faire des choses absolument dingues. Ouais. Bien sûr. Évidemment. Et ben en tout cas, merci d'avoir pris quelques instants. Et on va tout de suite continuer. On va présenter une autre association. Et j'en profite pour vous remercier tous, Valérie et toute l'équipe, parce que vous nous aidez beaucoup, vous communiquez beaucoup de façon bienveillante sur les associations et ça fait du bien. Merci d'avoir beaucoup d'amour pour les autres. Merci Clément. Allez, on continue avec une prochaine association. Allez, on reçoit, vous l'avez vu sur cette présentation, on reçoit l'association C'est pas impossible. Présentez-nous cette association, Cécile. Oui, bonjour à tous. Cécile, je suis fondatrice de l'association C'est pas impossible, qui est née en 2014 et qui est dédiée aux malades de la sclérose en plaques, une pathologie que je connais trop bien, puisque mon frère est parti des suites de cette maladie. Notre association est active sur les pays de Savoie, ouais. Et nous avons des actions de communication, des réunions d'information et puis surtout, nous avons réalisé notre objectif qui était ambitieux et pour lequel on nous a dit qu'on était un peu faux-folle. Oui, mais il en faut un petit peu. Utopique, à savoir
réalisation, l'ouverture d'un établissement médicalisé dédié pour les malades de la sclérose en plaques. C'est le 6e établissement de France. Et alors, on y trouve quoi dans cet établissement alors en fait, médicalisé, donc on a compris. Mais ouais. Donc l'objectif en fait de cet établissement est d'accueillir les personnes qui ont une incapacité à rester à leur domicile parce que le handicap est trop lourd ou parce que l'entourage est inexistant. Donc il y a un accueil à temps plein, un accueil temporaire et un accueil de jour. Et vous les accompagnez donc en dehors de la médicalisation. C'est ça, en fait, nous on apporte ce que le budget de l'établissement n'apporte pas, ce que le département et le ministère de la Santé ne financent pas, à savoir les activités physiques, les activités culturelles, et puis aussi tout ce qui touche à, on va dire, à rompre le quotidien, puisqu'on a des bénévoles qui interviennent aussi et qui viennent parfois faire de la lecture ou passer un moment avec les personnes accueillies. Parce que le plus important, c'est aussi le mental. Enfin, c'est très important. Le mental contribue aussi à pas soigner, puisque vous l'avez dit, on ne peut pas la soigner, cette maladie, mais contribue à mieux vivre. Voilà, effectivement. Dans les Pays de Savoie, il y a 1600 personnes atteintes de la sclérose en plaques, une maladie dont on ne guérit pas, une maladie pour laquelle il y a des traitements qui font ralentir l'évolution, qui font qu'on se sent mieux, mais la pathologie est toujours là. Et c'est sûr que quand on est une association et qu'on peut donner un coup d'espoir ou un coup de mieux aux malades, on est vraiment très très content. On a des ambassadeurs sportifs qui font des courses pour soutenir les malades, pour faire connaître la maladie dont on parle très très peu alors qu'il y a plus de 110 000 malades en France. Et puis ces ambassadeurs sportifs donnent parfois aussi l'envie aux malades. Vous avez des gens connus chez les sportifs ? On a Jérôme Coppel, qui est un ancien cycliste professionnel, Cécile Hernandez, qui est une athlète handisport en snowboard, et puis on a des personnes comme vous et moi. Moi je suis un très grand sportif, ça se voit bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de faire de grosses épreuves, il suffit juste d'avoir la volonté et puis l'envie de sortir la maladie de l'ombre et de montrer surtout aux malades et aux familles qu'ils ne sont pas seuls. C'était vraiment l'objectif de l'association, parce que quand le diagnostic tombe, difficile. C'est la galère. Je me souviens bien de cette époque-là. Et l'association donne une bouffée d'air, on va dire, sans donner des conseils médicaux, parce que ce n'est pas notre métier. On est juste là pour soutenir, montrer que tous ensemble, c'est pas impossible. Et pas tomber dans le pathos, puisque vous êtes une association joviale. Voilà, on sourit beaucoup, c'est bien. On s'amuse beaucoup, on prend un peu tout avec dérision. Mais dans un respect, dans une bienveillance importante, et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes une association d'à peu près 600 personnes. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et merci Cécile d'avoir pris un peu de temps. L'association, c'est pas impossible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue à vous présenter évidemment toutes les associations dans ce cadre de rendez-vous de femmes d'exception. Voici les Papillons Blancs. Bonjour monsieur le Papillon. Bonjour à tous. Vous pouvez nous présenter l'association, bien sûr. Voilà, je vais vous présenter l'association. Avant de vous présenter l'association, je voudrais rendre une salutation à Nathalie Fontaine, à qui j'ai succédé au mois d'octobre, donc qui a œuvré pour cette association durant 7 ans. Ils ont présidé durant 7 ans, mais elle a œuvré bien avant, et qui a fait beaucoup. Et je pense que la suite est difficile derrière. Mais vous êtes un président tout neuf, quoi. Donc. Un président tout neuf. Alors, l'association Les Papillons Bleus, racontez-nous. Donc, l'association des Papillons Blancs, oui, elle a une 60aine d'années. Elle a été créée par des familles qui avaient des enfants en situation de handicap mental et qui n'avaient pas de possibilité de les intégrer au milieu scolaire. Du coup, ils sont mis en association, puis ils ont créé, ils les ont reçus eux. Puis au fur et à mesure, l'association a grandi. Ils ont été reconnus un petit peu par les autorités. On a réussi à avoir des financements. Et du coup, on a pu créer ce qu'on appelle un IME, un institut médico-éducatif. Et quand ces enfants ont grandi, l'association s'est mobilisée. Puis on a fait, nos prédécesseurs ont réussi à ouvrir des ateliers protégés pour utiliser ces personnes. Puis pour ces personnes, il fallait également les héberger. Tout le monde ne pouvait pas rentrer en famille. Donc on a créé un pôle hébergement avec des foyers.
Puis au fil du temps aussi, il y a des personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler. Du coup, on les a accueillis dans des foyers de vie ou des foyers d'accueil médicalisés ou des services d'accueil et d'activité de jour. D'accord, et ces Voilà. foyers, qu'est-ce qu'on fait dans ces foyers? Dans ces foyers, il y a c'est de l'accueil, c'est de l'accueil, de de jour. l'accompagnement, Oui. de l'accueil de jour en permanence. Mhm. Et foyers médicalisés, ils sont, disons, c'est des personnes qui ont un peu qui méritent d'être suivies médicalement. Bien sûr. Donc ils ont les soins en plus. D'accord. C'est vous qui vous chargez de trouver les contrats pour eux Non, ou, donc non l'association maintenant, telle qu'elle est organisée, on a 350 professionnels D'accord. qui s'occupent, parce que je pense que c'est un métier d'accompagner, d'accueillir ces personnes. Voilà. Et tout ce qu'on essaye de faire, nous, avec ces professionnels, c'est essayer maintenant et ça marche bien, on a beaucoup de partenaires dont beaucoup sont avec nous aujourd'hui. C'est bien. On essaye ce qu'on appelle l'inclusion. Voilà. Pas n'importe comment, mais de bien inclure toutes ces personnes pour que tout le monde ait un regard différent. Voilà. Et que, effectivement, ces personnes se sentent valorisées quand elles arrivent quelque part. Voilà, quelque part, elles sont bien accueillies. Et inversement, quand des personnes viennent les trouver, ça leur fait très plaisir. Bien sûr. Voilà. Et c'est toujours avec une jovialité, toujours pareil, parce que tout le monde est gai, en fait, je dirais. Voilà, surtout ces personnes-là, elles sont vraiment sensibles, Et oui, quel que soit l'âge. Ouais. Donc, maintenant, on est un peu gêné, mais voilà, beaucoup de personnes viennent nous enlacer quand on C'est les bien. voit. Quel que soit à peine connu, voilà, C'est vous bien. méritez les grandes embrassades. Merci l'association Les Papillons Blancs, merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, une autre association qui arrive. Avec Pascal, Enfance 73. Alors Pascal, on se connaît, hein, Tout bien à fait. sûr. Voilà. On a déjà fait une Vous nous interview. avez déjà reçus, on a fait une vidéo et voilà. On Alors, on va apprécie beaucoup votre accueil. Alors on va continuer, il faut nous représenter, évidemment, Enfance 73. Alors, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sous le nom d'Alexis Danan, qui était un journaliste en 1936 et qui a pris conscience de la souffrance de beaucoup d'enfants et qu'il fallait intervenir sur la maltraitance et la protection de l'enfance. Donc voilà, nous, c'est la protection de l'enfance. Donc on a plusieurs actions. On accueille les personnes qui se font du souci pour les enfants. Donc il faut vraiment savoir que la protection de l'enfance, c'est l'affaire de tous. C'est ça. Il faut sensibiliser les voisins, ne pas avoir peur de dénoncer et surtout d'interpeller des adultes. Il vaut mieux le faire pour rien, en fait. Il faut mieux le faire pour rien. Voilà. Voilà, D'accord. absolument. Et puis, bien sûr, on accompagne les familles ou les personnes qui veulent intervenir pour protéger les enfants. Ouais. Donc, on les accompagne dans leur démarche. C'est pas évident. On travaille C'est pas aussi- évident, bien sûr. C'est pas évident. Voilà. Ouais. On travaille avec les services sociaux, avec la gendarmerie. Ouais. Ce qui nous tient à cœur, c'est la prévention. On a peut-être rencontré des enfants. Ouais. On va dans les écoles à la demande des directeurs, des instituteurs. On fait du CP à la 5e. Ouais. On fait aussi une grande action sur les dangers d'Internet, sur le cyberharcèlement. Bien Donc sûr. là, on est allé dans les collèges. Et puis, on travaille aussi sur un projet qui vient du Canada pour aider et accompagner les enfants et les préparer quand ils doivent intervenir devant le tribunal, soit en tant que victime, soit en tant que témoin. Témoin, oui, parce que Voilà. le témoignage aussi est très difficile. Et hein. très difficile quand on arrive dans un tribunal. Les enfants Ouais, sont très, c'est- tout le monde est très impressionné, mais De toute façon, d'une sûrement manière pas. générale, c'est Voilà. très difficile Voilà. de faire ces actions. Voilà. Alors, ce qu'il faut surtout savoir et dire aux enfants que quand quelque chose leur fait du mal, quand ils sont pas bien dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent, il faut trouver un adulte en qui on a confiance. C'est ça. Voilà, surtout parler le plus vite possible Et et il y a sortir des- du silence absolument. Sortir du silence, quoi qu'il arrive. Voilà, quoi Et qu'il il arrive. y a un numéro de téléphone particulier, je Alors crois. ce numéro, Voilà. voilà, il il y a s'afficher. toujours quelqu'un qui répond ou qui rappelle. Ouais. Et puis voilà, allez sonner à la porte Allez d'un sonner, voisin bien qu'on aime sûr. bien, N'ayez pas peur. l'instituteur, Mhm. n'ayez pas peur. C'est de- pas normal, quoi Voilà, qu'il arrive, il y a des voilà. choses. Voilà. Quand on souffre, il faut C'est pas pouvoir normal. en parler. Merci Pascal, merci beaucoup. On continue avec une prochaine association.
D'accord, vous l'avez vu, c'est l'association Les Lucioles. Alors, Gilles est avec nous, il a fait une entrée fracassante, hein. On va tout vous dire, il est arrivé le dernier. Mais bon, et l'important c'est d'arriver. Bonjour Gilles. Bonjour Franck, je suis désolé pour le retard. Je m'excuse encore. Mais non, mais vous voyez la bonne ambiance qu'il y a dans ces associations, bien sûr. Alors, l'association Les Lucioles, c'est améliorer le quotidien des enfants malades hospitalisés, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est un gros programme. Parce que c'est vrai qu'il faut se dire qu'en milieu hospitalier, bon, on a des équipes médicales qui font un travail extraordinaire, mais à côté de ça, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'un enfant, s'il veut, pendant son séjour, faire des jeux de société, des jeux comme ça, histoire de s'occuper l'esprit, oublier qu'il est à l'hôpital, eh ben, l'hôpital n'a pas les moyens d'offrir ces jeux, donc c'est des associations comme la nôtre et puis des personnes qui nous aident, quoi. Alors c'est ça, parce que forcément vous avez un petit peu de matériel. Alors on peut citer, bon là il y a des jeux, mais il y a autre chose. Comment vous préparez Disons, la manière d'opérer, c'est que les services d'animation des hôpitaux ou les cadres de service se mettent en rapport avec nous en nous disant on aurait besoin de ça, de ça. Mmh. Il y a maintenant les projets de service auxquels nous participons. Alors ça, c'est très important parce que déjà financièrement, c'est un peu plus lourd à gérer. Mmh. Mais vu que c'est pour le confort et l'accueil de l'enfant, eh ben, jusqu'à maintenant, on a réussi à tout faire. Tant mieux, pourvu que ça dure. C'est un peu lourd à gérer, mais on y arrive. Pourquoi ? Parce que les petits bouts de chou, là, ils ont besoin d'être un maximum en sécurité. Donc c'est une manière de les mettre en sécurité aussi. Mais vous l'avez noté, ça va de la gommette à l'ordinateur. De la gommette à l'ordinateur, oui. La gommette, c'est avec le crayon de couleur, c'est ce qu'il y a de plus demandé. Mais on arrive à avoir des jeux. On a offert des lecteurs DVD portables pour des enfants qui avaient des parents qui ne pouvaient pas leur offrir la télé, parce que ce n'est pas toujours donné non plus dans les hôpitaux. Pour plein de choses, des ordinateurs, ce qui est demandé par les services. Un service nous dit on a besoin de ça parce qu'on voudrait faire une séance de ceci, de cela, on fournit. D'accord. Et quels hôpitaux vous fournissez ? Alors bien sûr Chambéry, puisque c'est l'hôpital de proximité, mais pas en priorité, parce que Chambéry, c'est un petit peu barbare, le terme que j'emploie, c'est un centre de tri. C'est un petit peu comme à la SNCF en ce moment, quoi. Les enfants qui ont des grosses pathologies, c'est direction Grenoble ou c'est direction Lyon. Grenoble, on n'intervient pas parce qu'il y a la locomotive qui fait beaucoup mieux que nous déjà qui intervient. Donc nous, on intervient sur Lyon à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, à l'IHOP qui est l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique à Léon-Bérard. Il y a l'hôpital des Massus et tous les hôpitaux qui en font la demande, parce qu'on est déjà intervenu à l'hôpital Trousseau, à l'hôpital de Melun, mais par connaissance, comme ça. Quelqu'un dans la salle me dit ma fille est infirmière là-bas, ils ont besoin de ça. Je me mets en rapport et puis on voit ce qu'on peut faire. Voilà, on s'adapte, comme on dit. On s'adapte, tout à fait, mais on a une période où il faut savoir s'adapter, sinon on se tape la tête contre les murs. Exactement, et puis soyons bien tous ensemble. Merci Gilles en tout cas d'avoir pris 3 minutes pour nous expliquer. Pas de problème, vous avez de la chance, d'habitude ça dure 1 heure avec moi. Donc... Allez, on continue, on fait le tour des associations. Voici la prochaine. Allez, on continue à vous présenter les associations dans le cadre de ces rendez-vous de femmes d'exception. Voici Brigitte qui va nous parler du Secours catholique. Oui. Et de l'activité Je joue au Secours catholique. Donc tous les mercredis de 14h à 16h, nous prenons les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir d'autres activités et qui sont heureux de se retrouver pour jouer, pour faire soit des jeux de société, des constructions, des travaux manuels. Et maintenant, nous avons en plus la chance de pouvoir aller dehors, parce que nous étions beaucoup à l'intérieur et maintenant, il n'y a plus... Nous sommes au Prairie-Riant. Il n'y a plus de distribution alimentaire à cette heure-là. Donc nous avons la cour pour nous. Et donc nous en profitons pour jouer dehors. Alors quelques jeux, vous pouvez nous en dire un peu plus rapidement. À l'extérieur, il y a des vélos, il y a des cerceaux, des anneaux, des ballons bien entendu, des cordes à sauter. Voilà. C'est bien à l'ancienne, c'est ça qui est top. Tout à fait. Bien sûr. Et puis à l'intérieur, des puzzles, des jeux de société. Les Lego, bien entendu, les clipots, et puis tout ce qui est travaux manuels, collage, gommettes, dessin. Les gommettes. Oui, tout ça. Voilà. Et on termine toujours par un goûter qui est un moment de partage. Puisque c'est à ce moment-là que les langues se délient et qu'on arrive à avoir des enfants qui disent, qui parlent, voilà. Et donc c'est un moment très important qui rythme la semaine des enfants. Oui, et puis qui allège aussi les parents. Bien entendu. Alors les parents sont accueillis s'ils le veulent. Ils peuvent rester s'ils le désirent. Sinon, ils nous les laissent pour 2 heures. Merci Brigitte de nous avoir dit quelques mots pour le Secours catholique. Merci beaucoup.
On continue avec une prochaine association qui arrive tout de suite. Allez, on continue bien sûr cette présentation d'association. Voici la Chouette de l'Espoir, Valérie. Oui, on s'est connus très récemment. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. C'est une période très compliquée. Mais je tenais vraiment à ce que vous soyez là aujourd'hui. Merci. Alors, ça va être un peu difficile, mais Nathalie, cette association vient en aide aux enfants atteints d'un cancer pédiatrique, c'est ça ? Oui, alors ça vient en aide à une petite fille qui s'appelle Anastasia, qui a 4 ans. Elle est atteinte d'un cancer pédiatrique donc, qui s'appelle le neuroblastome avec métastase. Et donc, on a créé l'association pour venir en aide à la petite et à sa famille. Alors, comment on peut vous aider justement, Nathalie ? Alors, il y a la possibilité de faire des dons et on participe à des manifestations. Et vous avez besoin de quoi ? Vous pouvez peut-être le dire à tout le monde, là, on est sur Internet. Alors là, actuellement, on a réussi à faire venir à la petite une association qui s'appelle Soleil Rouge. Ouais. Ce sont des clowns qui sont venus à son domicile parce qu'on voulait qu'elle ait des moments de bonheur. Bien sûr. Elle a quel âge ? 4 ans. 4 ans. Donc vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de matériel, vous avez besoin... Alors du matériel, pas spécialement là actuellement, malheureusement. C'est surtout de trouver des associations pour venir... Lui changer les la vie, idées, changer la vie. Oui. Ouais, bien sûr. Eh ben, vous pouvez participer, bien sûr, à cette association, la Chouette de l'Espoir, Valérie. Oui. On va être là pour Anastasia. On en a parlé dans l'association avec les femmes de Femmes d'Exception. On va vous organiser quelque chose pour elle, pour vous, et on sera toujours là pour vous soutenir. Merci. Merci beaucoup de nous avoir parlé d'Anastasia. Merci beaucoup. Vous l'avez vu avec ma chance, moi aussi, la présentation de cette association. Et c'est Fanny qui est là, qui représente le président d'ailleurs. Exactement, le président qui est André Payerne et qui a fondé cette association il y a 7 ans maintenant. Avec une intitulée « Offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants », c'est-à-dire les enfants de quartier, comme on dit, et les enfants, tous les enfants, quoi. Exactement. Nous, on vient apporter un complément éducatif pour des enfants qui n'ont pas les mêmes chances que les autres, parce qu'ils grandissent dans des quartiers compliqués, dans des familles qui, pour plein de raisons du quotidien, n'ont pas la possibilité de leur offrir tout ce qu'on voudrait leur offrir. Et alors, vous leur offrez quoi, justement ? Eh bien, Quel est le panel ? On leur offre déjà du renforcement scolaire tous les soirs après l'école, mais aussi des activités d'éveil, du théâtre, de la musique, de la lecture, des vacances aussi, et puis du sport dans des clubs en dehors du quartier pour aussi les ouvrir à d'autres horizons. Notre seule ambition, c'est de pouvoir leur donner la possibilité de choisir leur vie. Ah, ça c'est pas mal. Et vous avez des actions particulières ? Comment on peut vous aider ? On peut nous aider en nous soutenant déjà financièrement, parce qu'on a bien toujours sûr. besoin d'argent pour développer notre action. Aujourd'hui, on accueille plus de 130 enfants en Savoie et bientôt 300 dans la France entière. Donc, le fait de mettre en lumière déjà cette association est formidable pour nous parce qu'on a besoin de ça, donc un grand merci. Et puis on accueille toujours beaucoup de gens et on aimerait que chacun puisse venir visiter nos établissements pour aller à la rencontre des enfants parce que c'est des enfants qui ont besoin aussi qu'on vienne les voir et de se sentir valorisés. Fanny, vous avez un établissement ici ? On a un établissement à Aix-les-Bains. Oui, d'accord. Qui est situé où ? Qui est dans le quartier du Cirrose. Qui accueille 24 enfants aujourd'hui. Vous êtes une association nationale ? C'est ça ? Alors on a aujourd'hui 9 établissements, dont 8 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'ambition, elle est nationale. On a un président qui est ambitieux et qui veut surtout permettre à un maximum d'enfants de choisir leur vie, tout simplement. Et en tout cas, bravo pour cette action. Du coup, vous aidez aussi les gens qui sont autour des enfants défavorisés, puisque vous aidez forcément les parents ou les accompagnants. Exactement, et vous faites bien de le signifier, parce qu'en effet, on a un gros programme d'accompagnement à la parentalité. C'est très important pour nous. Les parents restent au cœur de l'éducation des enfants, et ça, c'est crucial. C'est crucial, bien entendu. Merci Fanny, et on va continuer avec une autre association. Merci Fanny. Allez, mesdames, messieurs, voici une nouvelle association. C'est Roxane qui vient nous en parler parce qu'on n'en parle pas assez, justement. C'est cancer gynécologique, c'est ça, Roxane ?
Oui, exactement. En fait, dans l'esprit de la plupart des personnes, par cancer gynécologique, on entend nécessairement le cancer du sein. Or, le cancer du sein n'est pas le seul cancer gynécologique. Et il y en a un dont on parle moins parce que c'est tabou. Il s'agit du cancer de l'ovaire. Et dans les cancers de l'ovaire, enfin, il y a plusieurs cancers de l'ovaire. Et il y en a un dont je voudrais vous parler aujourd'hui parce qu'il m'a touchée. Il m'a touchée 2 fois. Ça s'appelle un digerminome ovarien. C'est un cancer des cellules germinales qui sont responsables de la fabrication des ovules. Voilà, alors en 2 mots, vas-y. En 2 mots, c'est un cancer qui se soigne extrêmement bien, malgré sa C'est ça la bonne nouvelle. Eh ben, c'est la bonne nouvelle, malgré sa rareté. Ça se soigne extrêmement bien. C'est dit chimiosensible parce que ça ne résiste pas à la chimiothérapie, et tant mieux. De toute façon, la maladie ne gagne jamais. Et si vous me regardez, mesdames, mes amies guerrières, sachez que je crois en vous, que j'ai confiance en vous, et que quoi qu'il arrive, c'est vous qui allez gagner. Maladie, mais mal à tort. Maladie, mais mal à tort. Voilà le discours de Roxane. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Allez, on continue, mesdames, messieurs, pour... c'est Lélolus qui nous est venu nous rejoindre. Valérie, tu as quelques mots à dire, peut-être? Lélolus, c'est mon amie, déjà pour commencer. Elle fait partie des femmes d'exception. C'est une artiste qui a énormément de talent. Elle est demandée, elle voyage dans le monde entier. Elle est très humble, très simple. Elle l'aide beaucoup, elle l'aime beaucoup. Et elle est quand même cotée parmi les 100 meilleurs artistes contemporains du monde. Et moi, j'ai la chance parce que je peux la toucher. Et donc, en plus d'être une très grande artiste, elle met tout son talent au service des causes. Et donc, elle va vous en parler. Allez, un petit mot. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc oui, effectivement, j'essaye d'aider au maximum toutes les associations avec les cordes qui sont en ma possibilité, on va dire, à mon arc. C'est pas toujours évident, mais quand on essaye d'aider et quand on essaye de soutenir, c'est là où on se rend compte de la vraie difficulté que toutes les associations ont au quotidien, rencontrent au quotidien pour se battre, pour récolter des fonds, pour réaliser des événements, des rêves, c'est incroyable. J'essaie d'aider au maximum toutes les associations que je soutiens, qui me sollicitent. Il y en a une en ce moment sur laquelle je me bats, c'est le CHU de Grenoble, tout simplement, l'hôpital, puisqu'ils m'ont contacté pour le nouveau CHU, en fait, pour réaliser cette œuvre à l'intérieur du CHU. Et donc ça va être juste magique. Simplement, voilà, la difficulté forcément est de financer le projet et de trouver des fonds, des mécènes pour justement permettre aux malades d'avoir un environnement agréable. Bien sûr. Et également aux soignants de venir travailler au quotidien dans un environnement agréable. Ce projet, c'est quoi? On peut en parler? Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est toute l'équipe du CHU qui se sont concertés, qui ont eu cette idée-là. Donc ils ont mis sur la carte, sur la table, tous les artistes qu'ils connaissaient et qui pouvaient potentiellement convenir. Et ensuite, donc j'ai eu le plaisir et le bonheur d'avoir été choisie par eux. Ensuite, ils sont venus me voir pour savoir si j'accepterais. Bien sûr, c'est évident que j'ai dit oui, je ne peux pas refuser. Et ensuite, maintenant, après, on démarre le combat, l'organisation déjà du projet, la faisabilité, puisqu'il faut toujours voir ça. Ouais. Et ensuite, la recherche des fonds. Et c'est là-dedans où on est en ce moment. C'est là où on a besoin. Ouais, c'est là où on a besoin. Donc en fait, on passe par le fonds de dotation du CHU de Grenoble, ce qui permet à toutes les entreprises une défiscalisation, aux particuliers également. Et du coup, c'est plus facile. Et donc, sur ce fonds de dotation du CHU de Grenoble, il y a plusieurs projets qu'ils organisent, dont le thème de notre projet, qui a été choisi par l'équipe du CHU, le nom, c'est « L'art est un soin et soigner est un art ». D'accord. Voilà. Et du coup, ça veut tout dire. Voilà. C'est eux qui ont choisi et c'est tellement bien choisi. Et voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de créer des belles œuvres
à l'intérieur pour dès qu'on va arriver aux urgences, et qui va changer, on bien va sûr, la vue. Mais tout, quand on arrive dans un environnement austère, déjà on y va à l'hôpital, c'est pas agréable. Si en plus on arrive dans un environnement sombre, austère et pas accueillant, c'est d'autant plus difficile de combattre une maladie, de y aller et d'essayer d'aller bien et de se soigner. Alors que dans un environnement agréable, tout le monde connaît Tout le change, bienfait de l'art-thérapie et tout ça, on en Bien passe, sûr. mais voilà. Et bien justement, puisqu'on parle de l'art-thérapie, puisqu'on parle de maison et de bien-être, je vous propose de partir à Rueil-Malmaison et d'aller à la maison de Grégory Le Marchal. Vous allez voir comme l'environnement est important pour le mental. On part à Rueil-Malmaison, la maison Grégory Le Marchal. Alors Pierre, l'histoire est magnifique. On s'est connus il y a 5 ans. Déjà 5 ans. Ça passe vite, hein, ça passe très vite. Et en réalité, j'étais en train de créer Femme d'Exception. Et je tenais absolument à ce que le premier événement, la première soirée, soit une soirée caritative au profit de l'association Grégory Le Marchal. Je crois que ça nous a porté bonheur parce que l'association maintenant grandit et j'étais sûre que ça allait nous porter bonheur. Alors, on a pris le temps de se connaître parce que je comprenais très bien aussi que Pierre et Laurence Le Marchal avaient besoin aussi de connaître un peu l'association avant d'associer le nom de l'association Grégory Le Marchal à celui de Femmes d'Exception. Et puis 5 ans après, on se retrouve ici, dans cette maison qui c'est très émouvant pour moi parce que c'est un projet que vous avez commencé en 2016 sous l'impulsion aussi de Leslie, il ne faut pas l'oublier, de Laurence et de vous. Et c'est une maison qui va aider beaucoup de familles. Moi, j'y suis très sensible, ce lien, avec toute votre simplicité, votre amour. Et c'est ce que vous nous confiez, en fait, cette maison. Vous avez voulu la construire ici, au centre de maisons autour, dans le cœur et au cœur des gens. Et ça, c'est vrai que c'est tout à votre image. Je vous reconnais bien là. Moi, vous savez que le lien humain me touche énormément. Et là, c'est une maison, c'est un privilège que vous nous avez permis de vivre aujourd'hui. Et je vous remercie infiniment. C'est une maison ici qui est apaisante. Les gens seront vraiment très bien reçus avec une équipe qui est à l'image de Laurence, de Pierre et de Leslie. C'est magnifique ce que vous avez fait, Pierre. Je suis très émue parce que on a aussi en commun le fait d'avoir eu un enfant malade. Et moi, ça s'est bien terminé. Mais on a ça en commun de vouloir aider, de créer du lien et de donner tout notre cœur. Et vous, votre cœur est immense. Que d'éloges. Mais non, mais je crois qu'on a fait ça naturellement, en fait. On s'est forcé à rien, en fait. Et c'est ça qui fait la réussite de cette association aussi, c'est que on ne s'est pas forcé. Beaucoup disaient au début, bon, c'est une association qui va durer 1 an ou 2 ou 3. Et puis, en fait, non, c'était tout le contraire. De toute façon, c'était tout le contraire de ce qu'on voulait déjà au départ. Et c'est vrai, le fait qu'on ait la force, j'en sais rien, mais en tous les cas, on avait la volonté de rendre les choses meilleures. Avec tout ce qui s'est passé autour de Greg pendant cette période Star Academy, Showbiz, etc., on ne voulait pas sortir comme ça, c'était pas possible. Mais on ne s'est pas posé la question, en fait. Ça a été très vite monté, l'association. Le 7 juin, elle était montée. Grégory nous a quittés le 30 avril. Et ça a été naturel chez nous, mais avec la volonté de faire avancer les choses par rapport à ce qu'a vécu Greg et par rapport à ce qu'on a vécu. Donc le reste s'est fait tout naturellement. Cette maison, c'est un aboutissement aussi d'un rêve qui a démarré il y a 7 ans en arrière, autour d'une table, là, comme on est là, avec ma femme qui avait l'idée de faire la maison Grégory Le Marchal. J'ai dit, là, tu vas peut-être un petit peu trop loin. Et puis en fait, on a réfléchi avec notre conseil d'administration. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on a fait. Et c'est un aboutissement, mais ce n'est pas l'aboutissement de notre association. C'est une étape. Mais c'est une étape importante parce que cette maison, vraiment, elle tombe à pic. Et voilà, je me souviens de la soirée qu'on avait fait avec Femme d'Exception. Alors d'abord, j'ai l'air de tout sauf d'une femme d'exception, moi. Mais ma femme, oui, sans doute. Désolé que Laurence et Leslie ne puissent pas être là, mais on est un peu à droite, à gauche. Mais je tenais à vous présenter cette maison, à vous accueillir dans de bonnes conditions et puis vous faire voir un petit peu
parce qu'on faisait de l'argent de nos donateurs et avec un objectif très concret de s'occuper de l'humain des gens qui sont atteints de mucoviscidose. Alors c'est une fierté, oui, mais c'est aussi un besoin pour ces gens-là. Et on ne demande qu'une chose, c'est que cette maison, maintenant, elle n'attend plus que vivre. On va faire vivre cette maison, il y a une âme déjà dans cette maison, et on va l'approfondir avec tous les gens qui vont nous rendre visite ici. Bonjour Pierre Lemarchal. Bonjour. Alors, avant de parler de cette maison qui est juste sublimissime, hein, vous allez voir les images, un mot sur la mucoviscidose, on en est où? Et puis, parlez-moi de cette maladie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une maladie génétique qui attaque les voies respiratoires, les voies digestives aussi, qui est invalidante, qui est une maladie compliquée à entretenir, c'est beaucoup de soins. C'est beaucoup de temps en aérosol, en kinésie respiratoire, en prise de médicaments, en cure d'antibiotiques, que ce soit des cures médicamenteuses ou à avaler en fait, ou des cures par intraveineuse. C'est beaucoup de soins, c'est une maladie qui est dégénérante, puisque c'est le mucus, on produit tous du mucus dans certains de nos organes, dont les voies pulmonaires. Et ce mucus, chez quelqu'un qui est atteint de mucoviscidose, est très épais et on a du mal à l'évacuer. Et on y arrive, mais partiellement, justement, par tous ces soins. Mais ça reste dégénérant parce qu'à un moment donné, les poumons ne répondent plus. Donc c'est souvent des passages pratiquement tout le temps sur des transplantations pulmonaires. Il y a aussi des problèmes de diabète, il y a aussi des problèmes digestifs avec une mauvaise assimilation des graisses, on va dire. Donc c'est des gens généralement qui ont du mal à prendre du poids, en plus c'est une maladie qui ne se voit pas. Elle s'entend parce que c'est des gens qui toussent beaucoup, parce qu'ils ont besoin de tousser pour évacuer justement ce mucus encombrant. Et donc elle s'entend. C'est un peu le paradoxe un peu de cette maladie. Quand on voit quelqu'un qui ne connaît pas la mucoviscidose et qui voit une personne qui est atteinte de mucoviscidose, il ne s'en rend pas compte parce que la preuve en est avec Grégory. Les gens qui connaissaient la mucoviscidose savaient qu'il y avait un souci, mais quelqu'un qui ne connaissait pas la mucoviscidose ne pensait pas que ce jeune était malade. Et pourtant. Ça nécessite des soins lourds, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ah oui, c'est des soins en période normale. Alors quand je dis en période normale, de non-infection, on va dire plus que ça, c'est pratiquement 2 heures de soins par jour. C'est des séances d'aérosol, c'est une séance de kiné par jour, de kinésie respiratoire. Là, on est dans la kinésie respiratoire de compression de cage thoracique. C'est compliqué. Et c'est aussi une vingtaine de médicaments minimum à prendre par jour. Mais et encore une fois, en période de non-infection. Dès qu'il y a une infection supplémentaire, c'est 2 séances de kiné, c'est 2-3 séances d'aérosol, c'est plus 20, mais 35-40 médicaments par jour. C'est très astreignant, évidemment. Mais ça ne les empêche pas de vivre, d'aller à l'école, de travailler maintenant, puisqu'on a quand même évolué de ce côté-là. Mais ce n'est pas simple. Et il faut toujours que ce soit des activités adaptées, on va dire, à la pathologie qu'est la mucoviscidose. Adapté, c'est cette maison, parce que alors là, on est vraiment dans l'adaptation, et c'est une maison unique en Europe, Pierre. Oui, enfin, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait cette maison pour battre des records. On a juste pensé, il y a 7-8 ans en arrière, qu'il fallait quelque chose pour s'occuper de l'humain. Parce que dans nos hôpitaux, on soigne même très bien. On s'occupe donc du malade. Et nous, on a voulu une structure qui ne s'occupe pas du malade. D'ailleurs, cette maison n'est absolument pas médicalisée. Et on va s'occuper de la tête de ces gens-là, de l'humain, en fait. Dans le côté personnel, alors le côté personnel, c'est le moi, c'est l'image de soi, c'est la confiance en soi, c'est le côté professionnel aussi, le côté relationnel aussi, avec tous les gens qui sont autour, les proches, les amis. Et il y a souvent des problèmes psychologiques que peuvent rencontrer ces gens-là, que rencontrent très souvent ces gens-là. Et franchement, tous les gens. Et ici, il y aura des professionnels. Et il y a des professionnels. Oui, il y a une équipe de professionnels qui va accueillir ces gens-là ici. Mais cette maison n'est pas un aboutissement. Cette maison,
C'est une sorte de camp de base, j'aime bien dire ça parce que j'ai fait beaucoup de montagnes et pour moi c'est un camp de base, c'est-à-dire on cible les envies et les besoins de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème? Quelles sont leurs difficultés de communication pour avoir un travail, pour faire des entretiens, pour faire... quelle image ils ont d'eux? Parce qu'après une greffe pulmonaire, notamment chez les filles, il y a le problème de l'image qu'on renvoie avec la cicatrice, il y a pas mal de choses qui rentrent. Ça, à l'hôpital, ils ne s'en occupent pas. Et parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens nécessaires de s'occuper de tout ça. Alors, c'est survolé, on va dire, mais il n'y a pas de concret. Nous, ce qu'on a voulu, c'est prendre tous ces problèmes-là, cibler ces problèmes avec ces gens-là, et puis les réaliser sur un temps qui peut être de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, sur un problème bien particulier, un emploi par exemple, comment je peux trouver un emploi, avec les nouveaux traitements qu'il y a en ce moment en plus, qui améliorent les choses, mais c'est les suivre. Dans cette maison, on va cibler les problèmes, les envies, les besoins, et on va fabriquer ce qu'on appelle un projet de vie avec des professionnels, avec des coachs professionnels. Alors qui y a autour dans cette maison? Alors, le personnel qui est sur place, il y a la directrice de la maison évidemment, il y a une chargée de projet qui va gérer justement, qui va recenser un peu tous ces gens-là. Et il y a une art-thérapeute qui est avec nous en permanence, une assistante sociale et un intendant qui va s'occuper de l'entretien de la maison et du fonctionnement de cette maison. Et là-dessus, on va greffer des intervenants extérieurs. Alors ça peut être des socio-esthéticiennes, ça peut être un prof de chant qui va faire du coaching vocal pour eux, ça peut être un coach de vie, ça peut être une professeure de théâtre on va faire du théâtre d'impro, on va essayer d'aller au plus profond de chacun d'entre eux pour essayer de ressortir ce qu'ils ont de meilleur et ce qu'ils ont envie de ressortir. Et c'est le plus de cette maison en fait qui va faire que on va vraiment s'occuper de l'humain. C'est une personne qu'on reçoit ici, c'est pas un malade. Il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a rien. On s'occupe vraiment des problèmes qu'ils peuvent rencontrer psychologiquement. Alors, cette maison, elle est faite en 2 parties parce qu'on peut venir loger ou venir la journée. Oui, on peut accueillir des gens de Toulouse, de Marseille, de Bordeaux, peu importe, on a de quoi les loger. Alors, il faut savoir, on ne va pas regrouper une vingtaine de gens qui sont atteints de mucoviscidose ici. On ne peut pas parce que les gens qui sont atteints de mucoviscidose, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse pour nous, qui ne sommes pas atteints de mucoviscidose. En revanche, elle est contagieuse entre eux, avec les différents germes dont ils sont atteints. Faut qu'on fasse très attention qu'ils ne se mélangent pas les germes entre eux. Ça peut être dangereux. Donc il y a une grosse activité de sécurité hygiène ici dans cette maison, ce qui est logique. Donc au départ, on va recevoir 6 personnes. Ensuite, on va peut-être en recevoir 10, mais on n'ira jamais au-delà, parce qu'on ne pourra pas au niveau sécurité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupera pas des gens qui ne pourront pas venir à la maison ou qui ne voudront pas venir à la maison. On ne laisse personne au bord de la route. Il y a un gros travail qui est fait en distanciel, maintenant qu'on a l'expérience avec ce fameux virus et qui nous a permis quand même quelque part, si on peut retirer quelque chose de positif de cette période, c'est qu'on a pu communiquer quand même dans tous les domaines, professionnels ou associatifs, et on va se servir de ça pour réaliser leur projet de vie. Si je peux prendre un exemple concret, quelqu'un qui vient travailler, qui voudrait améliorer son image, l'image de soi, et c'est que cette personne reprenne confiance en elle. Elle va venir dans cette maison pendant 1 semaine. Elle va être coachée par des pros qui vont s'occuper de ça. On va lui proposer des choses, mais c'est un travail en commun, c'est-à-dire que ce ne sont pas des assistés. C'est pas simplement le professionnel qui va dire voilà, il faut que tu fasses ça. Non, il faut qu'on fasse ça. C'est-à-dire que c'est collectif. Il faut que chaque personne qui va venir ici soit responsable du projet de vie qu'on va lui mettre en place. Et c'est ça qui est intéressant. Cette personne va venir à la maison, on va cibler un petit peu tout ce qu'il va falloir faire avec cette personne. Cette personne va partir, alors c'est pas parce qu'au bout d'1 semaine, on n'aura pas réglé les problèmes. On va la suivre, on va lui permettre peut-être à Toulouse, s'il est de Toulouse, de lui trouver un coach professionnel là-bas, s'il faut, ou une socio-esthéticienne par exemple, pour travailler certaines choses, un coach de vie, peu importe. Les problèmes sont assez larges. Et peut-être que cette personne reviendra aussi dans la maison pour faire le point, mais c'est plus... c'est pour ça que je dis que c'est un camp de base. Un camp de base en montagne, c'est on se prépare, on se repose, on cible un peu ce qu'on doit faire, le sommet qu'on doit faire. On va faire le sommet, on n'y arrive pas, on redescend au camp de base, on se ressource et on en refait un autre, enfin peu importe. C'est l'image que j'aime bien donner, moi, parce que c'est vraiment ça. C'est pas une maison où
on va régler les problèmes en une semaine, c'est pas possible, ou même en un mois, on les réglera pas tous. Et on va, le projet de vie, il a un départ A, et on va arriver à Z sur la fin du projet de vie, et il faut qu'on y arrive. C'est-à-dire que les gens soient greffés, non greffés, qui bénéficient actuellement d'un nouveau traitement qui est important en ce moment, ou pas, on laissera personne au bord de la route, et il y aura des contacts, et il y aura des choses qui vont être mises en place pour réaliser leur projet de vie. Alors il y a pas mal de gens qui vous accompagnent aussi, et puis de partenaires qui ont participé à cette maison. On peut en parler parce que c'est quand même assez important ce qu'ils ont fait pour vous. Bah oui, on a essayé de minimiser les frais, évidemment. Bon, cette maison a un coût, hein. Et c'est une maison, en plus, on a la fierté de dire que c'est la maison des donateurs. Depuis 14 ans plus de 14 ans que l'association existe, on n'a eu aucune subvention territoriale. Aucune. On n'en voulait pas, en fait. Il y a eu un tel élan de générosité qu'on se voyait mal aller à la mairie d'Aix-les-Bains, chez nous, ou de Chambéry, en demandant une subvention pour l'association. On était, notre modestie a fait que, on a un fichier de donateurs qui est important, qui nous suivent, d'autres qui nous suivent une année, qui nous suivent 5 ans après, peu importe, mais on a un fichier de donateurs. Et toutes les manifestations qu'on fait, grâce à nos bénévoles d'ailleurs dans toute la France, tous les appels aux dons qu'on fait, logiquement dans ce style d'association, c'est avec ça qu'on réalise nos projets. Il n'y a pas que la maison, hein, il y a la recherche, il y a la rénovation des services de compétences et de la mucoviscidose. Et il faut que... C'est ça qu'on dit aux gens, cette maison, c'est pas la maison des Le Marchaux ou des Le Marchal, comme je l'ai dit, ou la maison simplement que de l'association, c'est la maison de tous les gens qui sont touchés par la mucoviscidose, et surtout, c'est la maison des donateurs. C'est un moyen pour nous aussi, quand on communique là-dessus, de dire aux gens qui nous confient leur argent, ben voilà ce qu'on fait de votre argent, voilà le genre de structure qu'on peut faire, et qui va améliorer encore considérablement les choses. Et puis des partenaires qui communiquent, évidemment, ça aussi c'est important. Hein. Alors en partenaire, oui, alors pour cette maison, on a pas mal de partenaires qui nous ont aidés. On a une maison qui s'appelle Matelas 365, par exemple, qui nous a payé toute la literie, une literie haute de haute technologie. On a la maison But, qui nous a offert tout l'électroménager, les télévisions, les casseroles, les machines à laver. Et Dieu sait que c'est important, tout ça c'est de l'argent. On a Michael Landreau qui nous a aidé sur la salle de sport, qui nous a financé la salle de sport. On a le piano, qui est un joli piano dans la salle de musique, qui appartient, enfin qui nous a été payé par le fan club de Grégory Le Marchal. Le baby-foot aussi dans la salle détente qui nous a été offert aussi par une association, les Amis de Guigui, une association alsacienne. Et voilà, on essaye de trouver évidemment toutes sortes de partenariats pour limiter les frais, parce que ça a un coût quand même, et pour avoir une structure magnifique comme vous avez. Et ces parrains aussi qui sont là, qui vous aident, qui communiquent aussi. Oui, donc Michael Landreau qui est un de nos parrains, avec Nico Saliagas, avec Karine Ferry et avec Patrick Fiori. Eux, c'est pas simplement des parrains d'affiches, on va dire, c'est vraiment des gens qui s'investissent et qu'on informe souvent sur tout ce qui se passe et tout. Et il leur arrive de parler devant les médias de l'association sans qu'on leur demande, quand ils en ont l'occasion. Et c'est des gens... voilà. Au début, on ne voulait pas de parrains. Bon, on ne voulait pas. On ne se focalisait pas sur des parrains. On s'est dit, finalement, ouais, pourquoi pas. Mais j'ai voulu... Tout de suite, je les ai prévenus. Je dis, moi, j'aimerais bien que tu sois parrain avec nous. Mais il faut que tu sois actif avec nous. Et ils ont tous les 4 répondu présent, évidemment, de bien belle manière. Alors, la communication, c'est hyper important. Vous avez un site qui explique pas mal de choses, un site internet qui explique pas mal de choses. Et vous avez une newsletter aussi. Et cette newsletter, elle est hyper intéressante. On y retrouve toute votre communication aussi. Oui, c'est un peu comme tout le monde, hein, dans ce style. Il s'appelle Respire. Oui, voilà, une lettre Respire, hein, qui dit un peu tout ce que l'on fait, tout ce que, ça aussi, hein, c'est pour informer les donateurs de l'évolution de l'association, de tout ce qu'on fait de bien dans l'association. Est-ce qu'on a fait tout bien? Je pense. En revanche, on aurait pu faire peut-être beaucoup plus, j'en sais rien, mais en tous les cas, quand on se retourne en arrière, qu'on voit tout ce qu'on a fait dans l'association, je pense qu'on peut être assez fier quand même de ce qu'on a fait. Et en même temps, on ne cherche pas les lauriers, mais quand on voit le sourire des gens atteints de mucoviscidose, des proches, des familles et tout, on se dit, finalement, on a fait des choses très intéressantes. Ouais. J'allais terminer là-dessus, justement, parce que vous faites énormément de bien aux aidants, aux proches des malades. Ça, c'est important également, de s'occuper des proches. Alors, pas que. Dès le départ de l'association, on s'est dit, on va s'occuper des gens atteints de mucoviscidose, oui.
Mais on a surtout intégré les proches, puisque c'est du vécu avec Grégory, et on a inclus une troisième entité qui est l'équipe médicale, qui bien souvent travaille dans des endroits pas possibles. On a encore des problèmes dans les hôpitaux d'infrastructures, et on a l'impression d'être en 1950, et c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a rénové les services de compétences et de la mucoviscidose, et on a fait des belles choses aussi dans les services, parce qu'on a refait 27 services sur 46 en 14 ans, ce qui est assez énorme. Et il nous reste encore des choses à faire. On va inaugurer bientôt Necker qu'on a fait. On va inaugurer Vannes. Il nous reste à inaugurer encore deux, trois endroits qui sont très beaux, évidemment, puisque maintenant on a un savoir-faire dans ce domaine qui est important. Et pour l'accueil, en fait, alors on réalise des choses simples. Et donc l'équipe médicale est importante pour nous, parce que c'est les gens qui travaillent dans ces services-là. Si on a un service correct, beau mais pas luxueux en même temps, hein, on va se servir chez Ikea pour pas les nommer, en revanche il y a du goût sur les couleurs, sur le fait de mettre un parquet dans les hôpitaux, ou un semblant de parquet, plutôt que ces linos jaunes qu'ils ont absolument abominables. Déjà on rentre, on se dit tiens, où est-ce qu'on est quand on est partout sauf à l'hôpital. Voilà, des choses simples. Une lampe de chevet, c'est que dalle, mais la lampe de chevet, elle est importante. Le micro-ondes, l'Internet avec tous les moyens, voilà, de manière à rendre les choses plus simples. Si la personne qui est atteinte de mucoviscidose rentre dans un endroit comme celui-ci, où il se sent bien en fait, il se sent en confiance, automatiquement les proches vont être en confiance aussi. Et si je continue encore derrière, l'équipe médicale va travailler dans de meilleures conditions. Et c'est pour ça que ces trois entités sont très importantes pour la qualité de vie de nos patients. Et en tout cas, merci de nous avoir reçus. Cette maison sera inaugurée dans quelques mois. Hein. Ça devait être fait maintenant, mais c'est reporté un tout petit peu. Oui, alors cette maison, comme elle est innovante en plus, il y a une mise en place à faire, il y a de l'information à faire au sein des gens qui sont atteints de mucoviscidose, des familles. La Covid ne nous a pas aidés, évidemment, et on n'a encore toujours pas fait du présentiel ici dans la maison. Mais ça ne nous empêche pas de travailler, de prendre déjà des contacts, de travailler sur des stages en distanciel. L'équipe est en place. Et on n'a qu'une hâte, évidemment, c'est qu'on ait un peu le feu vert, on va dire le feu vert sanitaire et naturel, j'espère, suffisamment tôt, pour qu'on puisse enfin recevoir des gens ici et qui puissent profiter un peu de cette structure. Qui est apaisante, c'est un peu le retour que l'on a. Bon, vous avez visité la maison, c'est un peu ce qu'on ressent aussi dans ce domaine. Il n'y a rien de médical, vous verrez aucune seringue, aucun matériel d'oxygène ni quoi que ce soit, il n'y a pas de blouse blanche, on est vraiment dans l'humain au sens large du terme, et c'est pour ça que cette maison est innovante. Et encore une fois, on n'a pas fait ça pour battre des records, c'est une structure qui tombe à pic en fonction des besoins des gens qui sont atteints de mucoviscidose. Merci infiniment, Pierre. Et je conclurai en disant que les hommes d'exception existent aussi. En tout cas, voilà, retour ici à Aix-les-Bains, comme on vient de le dire. Merci à toutes les associations, Valérie, on va conclure. Oui, merci à tout le monde. Vraiment, un sourire, une main tendue, c'est pas grand-chose, mais au quotidien, jour après jour, ça peut changer la face du monde. Exactement. Et comme le disait Pierre Rabhi, c'est déjà ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tel un petit colibri, et je fais un petit coucou à Pierre Rabhi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et son départ nous a bouleversés puisqu'il a été soudain aussi. Voilà, on était très proche de lui et ça a été bouleversant. Donc on est là, on pense à lui, on pense à vous toutes et tous, associations. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là, bien présentes. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, faites un don, allez-y, vous avez les adresses mail, n'hésitez pas, vous écrivez et vous faites un don, c'est défiscalisé de toute façon. Donc faites profiter toutes les associations, Valérie. Voilà. Et puis maintenant, nous allons retrouver notre chronique mensuelle, Histoire et légendes du lac du Bourget. Et c'est Michel Frugier qui nous raconte la dernière partie des gorges du Cirrose.
Alors aujourd'hui, il faut parler de la rivière du Cirrose. Hein. Cette rivière, évidemment, elle ne se cantonne pas sur les 900 mètres des gorges du Cirrose, hein, du canyon. Le Cirrose prend sa source au Revard, autre lieu emblématique aixois, sur près de 14 km. Le Cirrose descend du Revard et puis va se jeter du côté du Grand Port dans le lac du Bourget. Et c'est vrai qu'il reprend un peu de force ici, puisque juste avant les gorges du Cirrose, il y a la confluence avec la Desse qui arrive de l'Albanais. Et donc le Cirrose sur ces 900 mètres dans les gorges, et puis ensuite l'arrivée sur Aix-les-Bains et l'arrivée sur le lac du Bourget. D'ailleurs, tous les pêcheurs, même si dans les gorges du Cirrose la pêche est interdite, c'est une réserve, mais pratiquement tout le Cirrose se remonte, pratiquement jusqu'à la cascade. Là, c'est un peu plus... c'est évidemment, il faut faire attention sur la dernière partie de la cascade, mais autrement, il se remonte pratiquement jusqu'en haut, oui, bien sûr. Alors, ce pont, il est important parce qu'il permet de passer d'une rive à l'autre, hein, évidemment. On est plutôt dans ce qu'on appelle le saut du marchand. Alors le saut du marchand, ou le passage des contrebandiers, c'est là où se faisait commerce de sel, notamment évidemment entre la Savoie et le reste du territoire. Et la légende veut que les contrebandiers, évidemment il n'y avait pas de passerelle à l'époque, il y avait un passage de 1,50 m, sautaient par-dessus pour échapper à la maréchaussée. Et donc cette passerelle, hein, qui est magnifique, hein, qui est toujours dans le style industriel menuiserie, permet de raconter l'histoire des contrebandiers sur le territoire. Voilà, donc Jean court à toutes jambes à travers la forêt, les douaniers sont à ses trousses, juste derrière lui, il sait que s'il parvient à passer le saut du marchand, cet endroit où les bords de la rivière se rejoignent presque, il est sauvé. Il serre bien fort le kilo de sel et le paquet de tabac caché sous son gilet. Sans regarder en bas, il prend son élan et saute par-dessus la rivière. Les douaniers s'arrêtent. Il ne veut pas risquer une chute mortelle dans le Cirrose pour quelques marchandises. Ils essayeront d'attraper le contrebandier la prochaine fois qu'il viendra s'approvisionner en Savoie, d'après la légende du saut du contrebandier. Il y a beaucoup de légendes dans le Cirrose. Voilà, nous on va se dire au revoir. Bye bye, à la prochaine fois, les rendez-vous de femmes d'exception ici à Aix-les-Bains. Ciao, ciao.